la réforme du système judiciaire israélien, c'est peut-être la réforme la plus attendue par la majorité du peuple d'Israël qui a voté à droite aux dernières élections. Tous les partis qui composent la coalition, donc que ce soit le Likoud, les partis ultra-orthodoxes ou le parti sioniste religieux, veulent cette réforme, et cette réforme fait partie de ce qu'ils ont promis aux électeurs. Donc j'ai envie de dire, Netanyahou n'a presque plus de prétexte s'il voudrait éviter de faire cette réforme. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yom Tov Khalfon, ancien député du parti Yamina. Yom Tov, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Boker Tov Daniel, Shavua Tov. Alors, avant de parler un peu du gouvernement, je voudrais peut-être vous poser une petite question personnelle. En voyant la formation de ce gouvernement, en voyant vos anciens amis Chikli, Idit Silman rentrer dans le gouvernement, dans cette photo à la présidence de l'État, vous n'avez pas eu un petit pincement de cœur peut-être en vous disant peut-être que j'aurais pu y être si j'avais un peu agi peut-être mais je m'étais démarqué à un certain moment de la précédente coalition pour rejoindre le camp du Likoud ou peut-être rejoindre la nouvelle coalition? Premièrement, moi, je fais un distinguo entre Amichai Chikli et Idit Silman. Amichai Chikli a fait un choix courageux, un choix politique courageux à l'époque de ne pas rentrer dans la coalition. Il était député, il n'était pas député norvégien, ce qui était mon cas. Il était député à plein temps et il a fait le choix de ne pas rentrer dans la coalition. Choix qui avait une part de risque, puisque la précédente coalition aurait pu tenir plusieurs années. Il se serait retrouvé plusieurs années dans l'opposition, mais pas vraiment dans l'opposition, puisqu'il n'avait même plus de parti, donc il n'aurait même pas pu déposer de loi. Il aurait été un député, comme on dit en hébreu, ba'avir, sans aucune influence, et il a pris ce risque. Et je crois qu'en cela, le fait qu'il ait été récompensé, en fin de compte, il y a une certaine cohérence. Idit Silman, c'est plus de l'ordre de l'opportunisme. Elle était présidente de la précédente coalition. Elle avait une très très bonne place et elle a vendu ce qu'elle avait entre guillemets pour passer dans l'autre camp. Je crois pas qu'il y avait une quelconque idéologie derrière tout cela, mais plutôt un intérêt personnel purement carriériste. Donc je les mets pas du tout sur le même piédestal. Moi j'ai fait des choix et j'en suis fier de mes choix. Et puis faut remettre mes choix dans le contexte. J'étais ce qu'on appelle un député selon la loi norvégienne, donc mon champ d'action était limité. Je suis rentré dans la précédente coalition pour aider les Olim, pour aider à garder et à sauver, j'ai envie de dire, les intérêts de la droite israélienne au sein de la coalition. J'en ai payé aussi le prix fort, puisque j'ai été le seul député de l'histoire d'Israël à avoir été exclu d'une coalition et exclu de la Knesset, parce que j'ai bien tenu mes engagements idéologiques. Et donc, moi, je n'ai pas de regret à ce niveau-là. Je n'ai pas fait de choix opportunistes comme Idit Silman, mais je n'ai pas non plus renoncé à mes choix idéologiques, comme l'a fait par exemple Chikli. Et donc, sur ça, moi, je suis fier de la ligne que j'ai gardée, même si elle n'est pas forcément toujours comprise par tous, mais on est là pour l'expliquer. Alors, on va essayer de parler de ce gouvernement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui, d'emblée, crient haro sur le baudet, s'inquiètent, sont en psychose totale face à ce gouvernement, ou bien vous êtes un peu comme Ayelet Shaked l'a écrit dans le journal, dans le Yediot Aharonot vendredi, vous pensez qu'il faut donner à ce gouvernement le temps d'agir, de mener sa politique et de voir comment il l'amène? Écoutez, monsieur Daniel, bien qu'étant pas membre de ce gouvernement, ni membre d'aucun parti qui le compose, je me retrouve souvent dans les différents plateaux télé israéliens ou dans les radios à défendre ce gouvernement, puisque je trouve en effet que les critiques qui sont émises envers ce gouvernement de fin de démocratie ou de danger sur la communauté LGBT ou autre, etc., je trouve qu'elles sont exagérées et ne correspondent pas à la réalité. Ce n'est pas parce que tel ou tel député a fait telle ou telle déclaration maladroite que c'est la fin de la démocratie israélienne. De la même manière, et ça je le dis aussi sur les plateaux, que lorsque l'année dernière il y avait un autre gouvernement où tel ou tel député arabe ou d'extrême gauche faisait telle ou telle déclaration, ce n'était pas la fin du sionisme ou la fin de notre présence sur la terre d'Israël. Donc ce que je dis aux gens, c'est qu'arrêtez de dramatiser chaque chose. C'était le cas il y a un an avec l'autre gouvernement et c'est le cas aujourd'hui avec ce gouvernement. L'État d'Israël est bien plus fort que cela. On a une démocratie bien ancrée
et ce n'est pas si une députée parle de telle ou telle loi sur la discrimination que cela vraiment va avoir lieu. On sait très bien que jusqu'à ce qu'une loi est votée à la Knesset, il y a des débats, il y a des discussions, il y a des systèmes de, comment on dit en hébreu, izunim et blamim, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes de rééquilibrage entre les différents pouvoirs. Et moi, je crois en la démocratie israélienne qui est très forte. Et il faut remettre les choses dans leur contexte. Et c'est ce que je fais souvent dans les plateaux. J'ai face à moi, parfois, j'étais dans un plateau donc chez un de vos confrères sur la chaîne 11. J'étais seul face à 3-4 journalistes intervenants et je me retrouvais à défendre ce gouvernement, bien que pourtant, souvent, j'ai été critiqué par les personnes qui le composent actuellement. Alors, je vais peut-être, on va faire une sorte de petit examen comme ça rapidement par rapport aux accords de coalition, aux clauses des accords de ces coalitions. Il y en a des centaines. On va pas toutes les mentionner, mais les plus importantes et avoir votre avis sur ces clauses. Par exemple, on parle beaucoup de la réforme du système juridique. On ne connaît pas encore la teneur de la réforme du système juridique que va tenter de faire voter Yariv Levin, le nouveau ministre de la Justice. Mais vous pensez par exemple, pour donner un exemple, que ce sont les députés de la Knesset qui doivent exclusivement voter en faveur des juges de la Cour suprême? Ça, c'est une réforme pour laquelle vous auriez pu voter? Clairement, oui. Ma réponse est oui, totale. La réforme du système judiciaire israélien, c'est peut-être la réforme la plus attendue par la majorité du peuple d'Israël qui a voté à droite aux dernières élections. C'est probablement aussi la critique la plus grande qui a été faite contre Netanyahou et le Likoud qui pendant 12 ans étaient au pouvoir et n'ont jamais voulu réformer, ont même empêché ces réformes. Souvent, ils ont prétexté la présence d'un parti membre de la coalition qui bloquerait ces réformes. Avant, c'était donc Tzipi Livni, puis c'était Kahlon du parti Kulanu. Et la réalité a fait qu'aujourd'hui, ces prétextes ne peuvent plus exister puisque tous les partis qui composent la coalition, donc que ce soit le Likoud, les partis ultra-orthodoxes ou le parti sioniste religieux, veulent cette réforme et cette réforme fait partie de ce qu'ils ont promis aux électeurs. Donc j'ai envie de dire, Netanyahou n'a presque plus de prétexte s'il voudrait éviter de faire cette réforme et je pense qu'elle aura lieu. Et la personnalité de Yariv Levin au ministère de la Justice est à mes yeux une bonne chose. Je le connais bien depuis de nombreuses années, Yariv Levin, et je crois qu'il a, en tout cas au niveau de son idéologie personnelle, des bonnes bases sur ces questions. Il a souvent proposé des choses très intéressantes, que ce soit sur le changement du processus de nomination des juges, qui n'est pas aujourd'hui encore vraiment démocratique et qui est surtout placé sous une influence extrême des juges eux-mêmes, qui en réalité nomment leurs amis. Ce qu'on appelle en hébreu chaver, mevi chaver, c'est-à-dire que c'est la même caste de juges qui se nomment mutuellement, et ce n'est pas quelque chose qui est représentatif du peuple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2022, nous n'avons toujours pas de juges Haredi, ultra-orthodoxes dans la Cour suprême, sur les 15 juges, alors que les Haredim représentent une grande part 10 à 12% de la population. Nous avons souvent une grande majorité de juges de gauche, voire d'extrême gauche, alors que la majorité du peuple est à droite. Et donc, il faut un rééquilibrage clair. Et j'espère que Yariv Levin va réussir aussi sur ce qu'on appelle la loi de Piskat Ha'itgabrut, qui est la clause en réalité qui va fixer une fois pour toutes que celui qui a le dernier mot, c'est le Parlement, c'est la Knesset qui représente le peuple et pas les 15 juges de la Cour suprême. Alors ça c'est pour la justice. Maintenant je voudrais parler de l'action sécuritaire et là la réforme, le changement qui est intervenu dans le cadre des accords de coalition qui permet à Bezalel Smotrich d'avoir une sorte de pouvoir assez important sur l'administration civile de la Judée et de la Samarie. Ça c'est quelque chose que vous auriez aussi validé ? Oui, clairement, même si je trouve que les accords de coalition, en soi, si vous rentrez dans les accords de coalition, ne comportent pas d'annonce majeure pour la Judée-Samarie, ou pour la droite israélienne. Il n'y a pas d'annonce d'application de la souveraineté. Au contraire, même Bezalel Smotrich lui-même
s'est fait interviewer dans un média étranger et en anglais a dit que il n'y aura pas d'application de souveraineté sur la Judée-Samarie. Allez imaginer si Bennett ou un membre de Yamina avait fait une déclaration similaire il y a quelques mois, quel tollé ça aurait fait chez de nombreux sympathisants de la droite. Là, ça n'a presque pas fait les titres. Il n'y a pas écrit dans les accords de coalition de retrait de Khan el-Ahmar, par exemple, vous savez, cette implantation sauvage palestinienne financée par l'Union européenne qui bloque l'extension de la ville de Maladoumi, mais de Jérusalem. Il n'y a pas de l'annulation de la loi, vous savez, la loi de la Hitnatkut, qui aurait permis l'établissement total du village de Homesh. Il y a juste une clause comme quoi Homesh restera en place, comme Homesh est resté en place dans la précédente coalition. Donc moi, que je trouve au niveau des accords de coalition, et c'est peut-être pour ça que les tensions entre Netanyahou et Smotrich étaient probablement si grandes durant cette période-là, Netanyahou ne s'est pas enfermé dans les accords de coalition avec des grandes annonces pour la Judée-Samarie. Mais plutôt des postes. Alors oui, Smotrich a reçu un poste à influence, mais j'espère que ceci ne restera pas de l'ordre du titre d'être le ministre en charge des questions des implantations de Judée-Samarie, mais que cela ira dans les actes, et des actes en Judée-Samarie ne peuvent pas avoir lieu sans l'accord du Premier ministre. Ça, il faut le savoir. Et pour avoir vécu personnellement pendant 1 an et demi, j'étais le porte-parole de la Judée-Samarie dans le dernier gouvernement, et je savais qu'il fallait aller directement chez Bennett si on voulait avoir des avancées sur la Judée-Samarie, et j'ai bien peur, et j'espère me tromper sur cela, qu'il y aura beaucoup de tensions entre Smotrich et Netanyahou sur ces questions-là. Alors, avant de revenir sur la personnalité de Bennett, peut-être une dernière question concernant justement les accords de coalition. Si vous étiez conseiller d'Itamar Ben-Gvir, quels sont les accords que vous auriez voulu promouvoir le plus rapidement possible, et les accords, en tout cas les démarches qu'il faudrait être beaucoup plus prudent avant de réaliser? Bon, je suis pas sûr que Itamar Ben-Gvir a vraiment besoin de conseils. Je crois qu'il agit de manière, en tout cas, il a prouvé jusqu'à présent une grande connaissance des dossiers, une grande connaissance du système. Je crois que la loi qu'il a fait voter avant même l'avènement de la coalition, qui lui a donné des prérogatives sur la police en tant que ministre de la Sécurité nationale maintenant, est une excellente loi. Et je crois qu'il a bien fait de l'avoir fait voter pour en réalité redonner ce qu'on appelle au Dereg Medini, c'est-à-dire au Dereg Anifrar, c'est-à-dire à l'échelon élu, la vraie capacité de prendre des décisions, et que les décisions, et c'est vrai pour tous les ministères à mes yeux, les décisions ne doivent pas être prises par les hauts fonctionnaires, par ce qu'on appelle les pkidim en hébreu, mais par les élus, puisque ce sont les élus après qui doivent rendre compte au peuple lors des élections. Et donc de la même manière que je n'aime pas quand des élus se cachent derrière les pkidim et dire c'est pas moi, c'est ce qu'on appelle en hébreu le shin gimel, le gardien, le garde-fou. De la même manière, je crois que les élus doivent avoir des prérogatives, et je crois que Ben-Gvir a eu tout à fait raison de faire passer ces lois. Et pour la petite anecdote, j'étais par hasard à un mariage la semaine dernière du fils, de la fille du directeur d'Arutz Sheva. Il y avait Bennett là-bas et Ben-Gvir, et Bennett a littéralement félicité Ben-Gvir pour cette loi concernant ses prérogatives sur la police. Ben-Gvir est très attendu sur ces questions. Ça a été la star des dernières élections, la personne qui a été clairement qui a reçu 14 mandats de facto, c'est lui qui les a emmenés, ces mandats, et il est très attendu sur ces questions, et j'espère que ces réformes, avec toute une série de lois qui doivent suivre aussi, comme la mise en place qu'on appelle de peine plancher pour différents délits, vont permettre de ramener la sécurité intérieure au pays, qui est probablement ce qui était la question majeure des dernières élections, et sur laquelle Ben-Gvir est très attendu. Alors, je le disais, je voulais vous poser une question sur Naftali Bennett. Alors, vous l'avez dit, effectivement, on vous a vu à la table de Naftali Bennett avec une partie des anciens d'Yamina à ce mariage, mais ou cette festivité, je ne me rappelle pas. Mariage. Mais et puis on a vu Naftali Bennett aussi discuter de manière assez étonnante avec Binyamin Netanyahou lors des obsèques du Rav Druckmann. Mais pour le reste, eh bien, Naftali Bennett a totalement disparu de la vie politique israélienne. Comment vous expliquez cela, que celui qui était Premier ministre il y a encore 6 mois est aujourd'hui abonné aux absents les plus célèbres d'Israël? Moi, je pense que c'est un choix qu'il a fait, lui, de prendre de la distance.
Il donne des conférences à l'étranger, aux États-Unis, en Australie. Il s'exprime ici et là dans des tribunes, dans les médias, mais c'est vrai par parcimonie. Je crois que c'est un choix qu'il fait, un choix qui ressemble à ce qu'avait fait, je crois, Netanyahou en 1999, après son premier mandat, où il s'était aussi retiré totalement de toute activité politique et qu'il était, il partait pareil à l'étranger faire des conférences. Donc je crois qu'une fois de plus, Bennett là aussi marche encore sur les traces de Netanyahou, et je pense qu'il refera petit à petit son apparition, en tout cas de manière plus imposante, dans les années à venir, lorsqu'on se rapprochera d'une future échéance électorale, et que ça sera plus d'actualité d'entendre sa voix. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune fonction élective, etc. Donc, certes, c'est vrai qu'on voit souvent les anciens premiers ministres présents dans les médias, mais lui, il a fait le choix de prendre de la distance. Je crois que c'est un choix stratégique plutôt pour l'avenir plutôt qu'autre chose. Eh bien, merci beaucoup Yom Tov Khalfon d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Donc, quelques jours après la formation de ce gouvernement et la prestation de serment de ce nouveau gouvernement de Binyamin Netanyahou, merci d'avoir été avec nous ce matin. Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov, Daniel, à bientôt.